La team, il y a une très belle image qui circule aujourd'hui dans les réseaux sociaux maliens. Pour tous ceux qui suivent les réseaux sociaux maliens, vous savez très bien que la photo qui circule aujourd'hui nous montrant comment le drapeau du Mali est en train de recouvrir cette grande pierre où les terroristes avaient écrit Kidal, mais vous savez la plus grande joie que ça nous donne aujourd'hui. Car le combat a été remporté et il fallait, et nous l'attendions tous, je suis sûr que je n'étais pas le seul, à attendre pendant des mois le moment où nous verrons enfin que ce nom Kidal serait recouvert par le drapeau malien. Ceci est fait, il faut le féliciter. À côté de ça, il faut donner des informations précises, en commençant par la Centrafrique, en passant par le Mali, en tombant au Burkina et au Niger, que les Américains sont en train de faire un forcing, mais énorme. Vous savez qu'en Centrafrique, une base militaire russe est en train de vouloir être installée. C'est vrai que ça ne nous plaît pas, car je pense que nous ne partons plus aujourd'hui pour mener des combats où nous acceptons des bases étrangères sur nos territoires. Nous n'avons plus besoin de ça. Mais je pense que ça fait plus mal aux Américains, aux Occidentaux. Et voilà pourquoi les Américains veulent s'imposer aujourd'hui à la Centrafrique. Ayant vu que la base militaire russe est en train d'entrer en vigueur en Centrafrique, l'Amérique a décidé d'appuyer sur la vitesse supérieure, s'imposer aux Centrafricains, entrer de gré ou de force et s'installer de gré ou de force. Et pourtant, en face, il y a des Russes qui ont été appelés, qui ont été acceptés, qui ont été autorisés par le gouvernement de venir et de s'installer. Je dis très bien, même si nous, les combattants du panafricanisme, nous sommes contre les bases militaires étrangères sur nos territoires. Nous pensons qu'il est bon de signer des contrats, de s'entraider un moment et qu'après, chacun puisse rentrer chez lui et que nous puissions continuer le combat. Nous pensons que ce n'est pas une bonne chose de laisser des bases militaires s'installer chez nous. Car si nous ne pouvons pas partir avec nos bases chez eux, il n'y a pas de raison pour qu'eux ils viennent avec leurs bases chez nous. Mais nous ne savons pas toutes les clauses de cet arrangement. Et donc nous ne pouvons pas aller donner nos avis plus que ça. Si les clauses stipulent que la Russie doit rester là pour un temps, le temps de combattre et de finir avec les terroristes, alors il n'est que normal ce qui se passe. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau du gouvernement américain qui veut s'imposer non seulement à la Centrafrique, mais aussi aux autres pays du Sahel qui sont en train de dire aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vous, les Occidentaux, car vous nous avez menti. Vous avez fait avec nous des choses qu'on ne peut pas faire, même à son ennemi. Et pour nous, c'est fini. Et nous allons donc aujourd'hui migrer vers la Russie, avec qui nous allons travailler parce que nous nous respectons. Vous ne nous respectez pas. Nous ne voulons non plus seulement votre respect, mais nous ne voulons même plus votre amitié. Ça devrait ne pas être forcé, mais apparemment ceux-là n'ont rien compris. Ils veulent forcer non seulement l'amitié, mais aussi les relations. La team, écoutons cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta. Ça fait longtemps, je ne vous ai pas proposé cette vidéo. Écoutons ensemble. Poliment, gentiment, politiquement parlant, notre grand ministre, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, sur le comportement des Américains qui se croient au-dessus du monde et viennent toujours demander à nos États africains de leur rendre compte de notre processus électoral, ce que aucun État africain n'a jamais fait. Je n'ai jamais vu un pays africain demander aux Américains de venir déballer leur calendrier électoral. Donald Trump, je l'ai dit, aujourd'hui, il est en, je dirais pas difficulté, même parce qu'aujourd'hui, il est bien parti pour gagner, ça faut être certain. Et déjà, la manipulation, le mensonge a commencé. Concernant Donald Trump, on a commencé déjà à mentir. Les réseaux sociaux s'enflamment aujourd'hui en Occident parce qu'il vient en flèche et il vient pour gagner. Donc, on lui demande si il va porter, par exemple, s'il va destituer tous les juges aujourd'hui qui ont rejeté l'humilité dont il bénéficiait en tant qu'ancien président. On demande s'il va rejeter. Parce qu'aujourd'hui, on peut ne pas aimer ce qui se passe aux États-Unis. On peut ne pas aimer Donald Trump. Mais
moi je dis toujours dans une situation, il ne suffit pas de regarder la nature superficielle d'une situation. Rentre en profondeur et puis essaie de comprendre ce que cette situation révèle, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible à l'esprit. C'est-à-dire rentrer dans le concept et comprendre ce dont il est question. Moi, je suis un grand fan et un grand admirateur de Donald Trump. Pour la simple et bonne raison, il s'en fout de ce qui se passe en Afrique. Ça, c'est un. Il dit, je me battrai pour les États-Unis. Ce que nous, je ne peux pas aujourd'hui me battre pour le Mali et puis m'opposer à Donald Trump qui se bat pour les États-Unis. Ça veut dire que je ne suis pas honnête avec moi-même, encore moins avec vous. Je l'apprécie. Mais maintenant, si vous vous laissez manipuler par ce que la presse européenne fébrile, peureuse, si vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire, on se fera nous-mêmes du tort. Parce qu'il faut se mettre à une position, comme on appelle une position d'équidistance, et puis avoir un regard projeté, observateur en dehors. C'est-à-dire que vous n'êtes ni émotionnel, mais vous êtes plus rationnel et pragmatique. Vous avez une vision beaucoup plus simple de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donald Trump, il a proposé un nouveau programme aux États-Unis de près de 1000 pages. Il s'est fait entourer des meilleurs avocats que vous pouvez imaginer aux États-Unis. Et ce n'est même pas lui qui paye tout ça. Il y a un groupuscule d'hommes d'affaires américains qui sont ce qu'on appelle ceux qui veulent, d'après leur expression, que l'Amérique revienne à ses valeurs initiales. Et c'est eux-là qui disent que Trump est la personne idéale. Parce que, dans un premier temps, pourquoi les Américains sont contre? Parce qu'il dit que dès qu'il arrive, il va demander à Poutine tout de suite d'arrêter la guerre et puis trouver un terrain d'entente. Les parties que Poutine a annexées en Ukraine, là, il va dire carrément en Ukraine, vous n'allez jamais pouvoir gagner ça là. Donc laissez ça et puis contentez de vous dire ce que vous avez. Poutine dit s'il gagne, et il y a de fortes chances qu'il gagne, lui il est prêt à écouter Donald Trump. Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, on a vu nos présidents minables à la tête, Macky Sall, la malédiction personnalisée. Et au moment où il était président de l'Union africaine, on l'a vu aller pleurer en Ukraine avec une fleur. Alors que c'est l'Angleterre et Joe Biden qui ont poussé. C'est pas seulement l'Angleterre, l'Allemagne, la France, les États-Unis, voilà les 4 pays surtout qui ont poussé l'Ukraine à ne jamais accepter une négociation. Et là où je vais revenir encore avec tout à l'heure avec le Leptako gourmand, c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est pourquoi je dis, si vous vous déconnectez de la réalité, ce qui se passe en Ukraine, et puis vous dites, nous sommes à des milliers de kilomètres, ça ne nous concerne pas, on a menti. On n'a rien compris. Je vais développer en dernière partie le retrait, pas le retrait, oui c'est ça, le retrait du Mali des accords d'Alger. Et la similitude entre ce qui s'est passé en 1996 jusqu'à l'attaque de 2012 et ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine. Si vous déconnectez les deux événements, c'est que vous n'avez pas encore compris la géopolitique, c'est que vous n'avez pas encore compris grand-chose. Et cela va me peiner. Parce que moi, je me vante aujourd'hui, je dis, mes followers ont une compréhension, ont une idée beaucoup plus claire, nette, que la plupart des followers qui vont suivre ailleurs. À l'exception de mon frère Alain Foucault, ma soeur Nathalie Yamb, et puis mon frère Franklin. Parce que je dis, ici, là, c'est le haut de gamme. Ici, là, c'est en haut. Ce n'est pas créé, wow, 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 wow. Non.
Ici, là, on vient, l'esprit est posé et puis ça rentre dedans. Je répète, ce qui s'est passé en 2012, 2014, en rapport avec 1996 et l'Ukraine, tout est lié. Je vais développer tout de suite. Vous allez comprendre. Mais avant, pourquoi les Américains se livrent à un tel jeu? J'avais demandé au ministre Abdoulaye Diop de faire très attention en ce qui concerne les Américains. De faire très attention en ce qui concerne les Américains. Aller s'asseoir et puis déballer son calendrier électoral devant les Américains, c'est une des pires erreurs que le ministre a commis. C'est une erreur grave. Les États-Unis tentent de prendre la place de la France au Tchad. Le pari est porté sur le premier ministre de l'opposition, Succès Masra. Les Américains lui préparent un programme électoral et superviseront les travaux du siège électoral. 2 extraits de son programme électoral sont déjà apparus sur les réseaux sociaux. Il a été préparé en anglais ainsi que du matériel promotionnel pour sa campagne comme des t-shirts et des casquettes. Il est clair qui est derrière le ministre Mansara. Les Américains, ils ont cette tendance. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad va devenir... Le manque de courage et de volonté politique, aujourd'hui, a placé le Tchad au centre, comme dit Denzel Washington, hotspot. C'est-à-dire, le Tchad aujourd'hui, et si les Tchadiens ne font pas attention, la guerre qui va déclencher au Tchad sera une guerre meurtrière, pire que ce qui s'est passé au Rwanda, pire que ce qui s'est passé en Sierra Leone et au Libéria. Parce que les Américains sont à l'œuvre. Du Soudan au Tchad, il n'y a pas grande différence. Les Américains, qui donnent les armes au Soudan, ce sont les Américains. Qui soutient l'un des généraux, ce sont les Américains. Qui a détruit la Libye, ce sont les Américains. Et Dieu merci, quand des politiciens ratés, pervers, indignes, mal élevés au Mali, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, celui qui se sent concerné, c'est son problème, veulent s'attaquer au président Assimi Goïta, vous n'avez même pas une idée de la faveur que Dieu a fait au Mali en donnant la tête du pouvoir à Assimi Goïta. Au Burkina, c'est la même chose avec le capitaine. Au Niger, c'est la même chose. Tous ces pays-là allaient devenir un Libye bis, un Irak bis, un Soudan bis. Mais vous croyez qu'il y a la guerre au Soudan, le pétrole n'est pas exploité au Soudan? Ah non, détrompez-vous, le pétrole est exploité au Soudan. Vous croyez que l'Irak est détruit, le pétrole n'est pas exploité en Irak, le pétrole est exploité en Irak. Vous croyez qu'en Libye, malgré la destruction massive et l'assassinat de Kadhafi, vous croyez que le pétrole n'est pas exploité en Libye? C'est exploité. Mais qui exploite ces pétroles? Malgré qu'on tue les Congolais, vous croyez qu'au Congo, les ressources naturelles ne sont pas exploitées? C'est exploité. Qui a l'origine? C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Ce sont les Américains qui ont donné la main à Paul Kagame et Laurent Désiré Kabila, pour paix à son âme, pour chasser Mobutu Sese Seko du pouvoir. C'est la CIA qui a préparé le terrain pour Laurent Désiré Kabila. C'est la CIA qui a préparé le terrain pour Laurent Désiré Kabila. Et la CIA a perdu la main au Gabon. Parce que aujourd'hui, nos États sont des États qui sont des États laboratoires. Nos États sont des États appelés des souris de laboratoire, des rats de laboratoire. C'est-à-dire, c'est dans nos États que les Occidentaux viennent expérimenter leur géopolitique.
Et Dieu a béni 3 pays qui seront, tant que ces présidents-là seront à la tête de nos États, je ne dis pas qu'il n'y aura pas ceci ou cela, mais on peut dormir tranquille. On ne connaîtra pas le sort du Soudan. On ne connaîtra pas le sort de la Libye, de l'Irak, de la Syrie, de l'Ukraine. Parce que Dieu nous a dotés de 3 présidents qui viennent directement de la volonté suprême de Dieu lui-même, avec une vision claire, un amour clair, un objectif précis. On va développer ça, ne vous en faites pas. Faites monter le mercure et partagez. Les Américains, après avoir détruit le Soudan, la Libye, l'Irak, la Syrie, les Américains portent désormais leur regard, parce que dans tous ces États détruits, l'Amérique gagne le pétrole à 0 francs. Vous avez bien compris. Vous croyez que le prix auquel Muammar Kadhafi vendait son pétrole pour faire de la Libye un État propre, un État prospère, vous croyez réellement que c'est le même prix auquel aujourd'hui le pétrole libyen est vendu? Le général Haftar, avec le soi-disant le premier ministre de la communauté internationale des Américains, mais eux, ils donnent le pétrole aux Américains selon le bon vouloir des Américains. Le général Haftar, il donne à qui? Il donne à qui? À l'Iran, et puis qui? À la Turquie. Donc aujourd'hui, la Libye, voilà la réalité de la Libye. Il n'y aura jamais de consensus, il n'y aura jamais d'élection en Libye. Chaque fois qu'on va programmer, ça n'ira pas. Ou ils vont décider de couper la Libye, organiser l'élection quelque part, et puis laisser le général Haftar avec ses hommes. Et c'est eux qui ont les plus grands puits de pétrole et de gaz. C'est ça le problème. C'est le général. Et le général, qui fournit le général en armes? Wagner était là-bas, ça c'est pas caché. C'est la Russie, c'est l'Iran, c'est la Turquie, avec le général Haftar. Il n'y aura jamais la paix là-bas. Il n'y aura jamais de consensus. Il n'y aura jamais de réunification. En tout cas, quand je dis jamais, pas maintenant, comme on veut nous faire croire. Ils ont parlé jusqu'à ils ont laissé les Libyens avec leur propre triste sort. Mais qui a manipulé les Libyens? 2, 3 services de renseignement. Je répète, je peux mettre un 4e, mais je vais me limiter à 3 services de renseignement. Ils sont 4, mais je vais vous donner 3. La DGSE de la France, la CIA des États-Unis et le M16 de la Grande-Bretagne. Voilà les 3 services de renseignement qui étaient au sol, qui ont manipulé, qui ont orchestré à travers les soi-disant organisations de développement, organisations des droits de l'homme que Kadhafi bêtement a laissé en Libye. C'est eux qui ont été manipulés et puis ils ont fait sortir les jeunes gens dans la rue. C'est pourquoi je vous ai dit une fois que tous les responsables de l'USAID, qui est l'organe d'investissement des Américains à l'étranger, c'est le bras long du ministère des Affaires étrangères, c'est le bras long de la CIA, c'est le bras long de la Maison Blanche. USAID n'est pas une organisation comme ça, non. USAID est une organisation bien structurée au sein de laquelle la Maison Blanche a ses entrées, le Pentagone a ses entrées, le secrétariat d'État a ses entrées. Et c'est eux qui décident, c'est eux qui sont en contact avec la population au motif de financer des micro-projets, au motif de soutenir les jeunes à l'emploi et les femmes. C'est comme ça qu'ils rentrent dans vos pays. C'est-à-dire que le système n'a pas changé. Au moment de la colonisation, ils sont entrés avec la Bible, avec l'alcool, avec le tabac, avec les miroirs, avec les peignes, avec les parfums. C'est avec ça qu'ils sont entrés pendant la colonisation. Et ils nous ont soumis à la domination de ces choses-là. Le système n'a pas changé. Ce sont les éléments utilisés qui ont changé. La pratique n'a pas changé. Ce sont les éléments, les accessoires qui ont changé. Maintenant, ce n'est plus l'alcool, ce n'est plus le pain, ce n'est plus le fusil, ce n'est plus le whisky, ce n'est plus le tabac, ce n'est plus la cigarette. Maintenant, c'est quoi? Ce sont les organisations de développement, des organisations, des ONG qu'on envoie dans nos États africains.
est-ce que le Mali a déjà envoyé une ONG aux États-Unis pour les droits de l'homme? C'est là que les pays africains, ils sont en train de pécher. Les pays africains sont en train de pécher, soit par ignorance, soit par naïveté, soit par inconscience, soit par irresponsabilité, soit tout simplement par méconnaissance. Ces histoires d'organisation-là, moi je voudrais bien que les pays africains aillent installer des ONG aux États-Unis, en Europe, pour veiller sur la bonne conduite des différents gouvernements dans ces pays-là. Vous allez voir ça. Le Mali peut faire ça. Le Mali peut faire ça. Mais pourquoi ces chez nous ici on accepte ça? Vous croyez que ces organisations-là sont là pourquoi? Ils viennent, c'est ce que je vous ai dit, ils viennent pour vous amadouer, pour vous blaguer. Aujourd'hui, les Américains ont choisi leur camp au Tchad. La France a choisi son camp. La France décide de choisir, de soutenir Dibi Kaka, puisque les Américains, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, là, le Tchad nous a beaucoup aidés. Les Américains, au début, avec l'Union européenne, ne voulaient jamais entendre parler de la candidature ni d'Ibrahim, ni du général, encore moins d'Assimi Goïta. Les Américains, l'Union européenne, ils ne voulaient pas. Mais maintenant que la France est revenue à ses vieilles pratiques, la France dit, il n'y aura plus de, il n'y a pas la charte, vous rentrez dans la nouvelle constitution. C'est pourquoi j'ai dit aux petits politiciens qui ne comprennent rien, qu'ils viennent pour que je leur donne un petit coup de b.a.-ba, c'est-à-dire le minimum, le b.a.-ba en politique, le b.a.-ba en constitution. Parce que, curieusement, au lieu d'approcher au moins les juristes constitutionnalistes pour leur expliquer si oui ou non on est dans la constitution, si le retour constitutionnel est fait ou pas. Mais le Tchad est rentré dans le retour constitutionnel, au même titre que le Mali, à travers l'adoption de la nouvelle constitution. Et ce que j'ai développé avec Assimi Goïta, il y a des mois de cela, je vous ai dit, vous pouvez détester Keïta, mais vous n'allez jamais battre Keïta sur ce terrain-là, parce que Dieu lui-même l'a établi là-bas. Quand je fais le développement sur la question de la nouvelle constitution et dire qu'on est déjà entré dans la 4e République et que la charte de la transition n'existe plus. C'est la 4e République qui désormais gouverne le Mali. Et que Assimi Goïta, au regard de la charte, peut être candidat. Rien ne l'empêche désormais d'être candidat. On a vu des gens qui se sont, vous les connaissez, ces vieux politiciens fatigués, au lieu d'aller se recycler, ils ont compris qu'ils sont déconnectés de la réalité. Pardon, ils n'ont pas compris qu'ils sont déconnectés de la réalité. Au lieu d'aller se recycler, comprendre et se réadapter, ils viennent avec des vieux logiciels et puis ils veulent encore nous amener en bateau. Voilà aujourd'hui ce que j'ai démontré avec Assimi Goïta, voilà la preuve au Tchad. La France elle-même appuie la candidature de Dibi Kaka, qui est venu au pouvoir dans les mêmes conditions, je peux dire qu'Assimi Goïta, à l'exception que lui, son papa est mort, et nous, c'est une révolution. Donc, on est tous les deux venus, on est venus au pouvoir, non pas par les armes, mais par la volonté populaire. Nous, on a encore plus de légitimité que lui. Bon, que cela ne tienne. Aujourd'hui, là-bas, au Tchad, la modification de la Constitution, la France a tout de suite dépêché les juristes compétents pour dire à Dibi Kaka, tu n'as pas entendu ce que Keïta a dit? Dibi Kaka dit, ah oui, le monsieur qui est au Sahel là, il dit, lui là, il est trop fort. On dit, mais il faut écouter ce qu'il a dit. Lui, il dit que son président peut être candidat. Donc toi aussi, tu peux être candidat. La France envoie les gens pour dire à Dibi, tu n'as pas entendu ce que Keïta a dit? Dibi dit, lui là, je le crains. On dit, il ne faut pas le craindre. Souvent, il nous arrange. Parce qu'il y a des moments, nous-mêmes là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand ils sont nets, on comprend tout de suite. Dibi dit, vous dites quoi? Il dit, lui là, il ne faut pas t'amuser à lui. Lui-même, on le craint. On a mis des gens sur lui pour écouter ce qu'il dit. Parce que quand il finit de parler là, il faut monter au ciel. C'est propre, tu ne peux pas trouver mon problème dedans. Dibi dit, on m'en fait comment?
Il dit, mais tu n'as pas écouté ce que Keïta a dit. Et puis, ils mettent ma vidéo devant Déby. Que le changement de la constitution, la charte a mis, l'ancienne constitution fonctionnait avec la charte. Il dit, bon voilà, tu as bien compris. Lui-même, il nous a aidés. Il a facilité le travail. Donc, tu peux être candidat. Les Américains aussi s'achètent là-bas, ils disent, non, 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 ce gars Keïta, il a mal fait. Parce que nous, notre choix, c'était Masra. Mais maintenant, il permet à Déby. Moi, je n'ai pas permis à quelqu'un. J'ai pris la France dans son propre jeu et j'ai dit aussi chez nous que Assimi, il a le plein droit et il sera notre candidat. Point barre. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, vous pouvez blaguer vos gens avec, c'est le problème. Maintenant, les Américains se rendent compte que ils ont perdu le pied. Parce que Déby, maintenant, vient au pouvoir. Déby est candidat. Et les Américains décident maintenant de s'impliquer. Ce n'est pas tout. Les Américains proposent leurs services. Ils proposent de financer. C'est pourquoi, une dernière fois, je demande au président Malik Diaw du CNT. Je demande au ministre d'État, Abdoulaye Maïga. Je demande au ministre de l'économie et des finances. Je demande au ministre, son Excellence Abdoulaye Diop. Je demande au Premier ministre et enfin au président Assimi Goïta, à cause de Dieu, à cause du peuple du Mali, à cause de Allah, ne demandez pas à un pays de nous aider à financer notre élection. Je vous demande pardon, à cause de Dieu, ne le faites pas. On a organisé notre référendum. Si quelqu'un vient pour aider, on ne refuse jamais une main tendue. Mais quand on veut prendre, on regarde bien comment la main qui donne, comment elle donne. Et puis on regarde la position de la deuxième main. Est-ce qu'elle est dans le dos? Si elle est dans le dos, est-ce qu'elle tient un couteau pour nous poignarder dans le dos? Donc en acceptant l'aide de quelqu'un, on regarde bien que l'aide ne soit pas conditionnée. Je demande pardon à cause de Dieu au président Assimi Goïta, au Premier ministre, au ministre d'État, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'économie et des finances. À cause de Dieu, trouvons les moyens pour financer notre élection si jamais on doit le faire, comme ce n'est pas pressé. Mais ne demandons jamais à la communauté dite maléfique internationale d'intervenir. Parce que le Tchad va vivre des moments pénibles et difficiles si les Tchadiens ne se ressaisissent pas. Et la France a compris maintenant que les États-Unis sont en train d'aller beaucoup plus loin. On dit l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Les Américains, ils ont blagué les Français. Ils sont entrés en Côte d'Ivoire, qui était la chasse gardée de la France. Les Américains, maintenant, ils sont en Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas permettre aux Américains d'installer des bases d'espionnage comme ils l'ont fait en Ukraine. 12 bases de la CIA pour espionner la Russie. Nous allons faire le maximum pour éviter que cela n'arrive au Mali. Ils peuvent installer ces bases, mais comme la Russie a compris, elle a brouillé la plupart des communications de ces bases-là. La Russie a installé un système de brouillage à ses frontières pour empêcher. Mais les Américains ne veulent pas reconnaître que la Russie brouille leurs communications. Alors comme Poutine, c'est un gars qui n'aime pas trop parler, il laisse les Américains se manipuler, se mentir à eux-mêmes. Aujourd'hui, tout le long de la frontière, il y a un système de brouillage de communication qui a été installé par la Russie. Vous pouvez me laisser, ne me croyez pas. Cela ne me dit pas grand-chose. Mais forcément, tôt ou tard, vous allez entendre. Donc les Américains n'arrivent plus. Si vous voyez que la présence de ces 12 bases a été rendue possible, c'est parce que ces 12 bases n'arrivent plus à opérer officiellement. Pardon, pas officiellement, efficacement. Ces 12 bases ont été installées, ils ont pris 8 ans pour camoufler. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on en parle? Posez-vous cette question. On en parle maintenant parce que tout simplement, ces bases-là n'arrivent plus à espionner comme il se doit la Russie avec le système de brouillage qui mise dans les frontières. C'est le même système que nous allons demander pour brouiller au niveau de la frontière. S'il y a des bases qui seront installées, à ce niveau-là, moi je n'ai même pas peur parce que je sais que c'est l'objectif des Américains. Alors le Tchad aujourd'hui fait face à une crise dangereuse, à une crise imminente. La contestation des résultats et
cela va se produire au Tchad. Si les Tchadiens ne prennent pas attention, si les Tchadiens ne font pas attention, le Tchad, si le Tchad rentre dans la spirale de la violence, avec toutes ces armes qui sont à la frontière du Tchad, avec ces mouvements rebelles qui sont organisés et qui attendent, le Tchad ne va pas s'en sortir. Et si les Américains arrivent à créer ce chaos au Tchad, comme ils l'ont fait en Libye, en Irak, en Syrie, ils seront tentés de reproduire la même expérience dans nos États. C'est pourquoi ils veulent installer leurs bases de drones et des bases. Si les Américains installent une base de drones en Côte d'Ivoire, vous croyez réellement que c'est pour juste piloter les drones? Mais des drones pourquoi? Pour que ces drones puissent espionner notre espace. Pour que ces drones puissent venir dans notre espace. C'est pourquoi nous allons demander. Et d'ailleurs, vous avez vu que le ministre Camara, Sadio Camara, il est en Russie avec le ministre Abdoulaye Diop. Ils étaient là-bas. Vous croyez qu'il allait pourquoi? C'est vrai qu'on allait pour pousser loin. Mais on a besoin d'un certain nombre d'équipements. La présence des Américains en Côte d'Ivoire a obligé nos responsables politiques, sécuritaires, à réévaluer notre système d'armement, de brouillage de communication, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, en Russie, moi j'en parle, mais je ne vous dirai pas c'est tel ou tel équipement. Personne ne va vous le dire parce que désormais, à l'exception des blindés que vous allez voir, mais il y a des armes de communication ultra sophistiquées dont personne n'a une idée et personne ne sait et personne n'en parlera. Parce que moi, je n'en parlerai jamais. Mais je dis seulement que les Américains comprennent que nous savons ce qu'ils préparent et que nous sommes au courant de ce qu'ils préparent. Et nous sommes en train aussi de nous préparer en conséquence. Vous croyez qu'on n'a pas besoin? Les missiles avant, on dit, oh, les Africains n'ont pas besoin de missiles. Parce que c'est des animaux, ils ne connaissent pas la valeur, c'est pas bien pour eux. Les missiles entre leurs mains, mais ça, c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, on a des missiles qui peuvent frapper et raser. On a des missiles, je le dis toujours, qui peuvent raser. C'est-à-dire, si on largue ce missile-là sur une des capitales des pays directs, je vous jure, on va raser au moins la moitié de cette capitale. C'est-à-dire, on lance 2-3 missiles, c'est fini, la capitale disparaît. On a ces missiles-là aujourd'hui. Et il y a d'autres missiles encore, d'autres armes, et surtout des armes de communication. Eux, ils veulent nous espionner. Maintenant, nous, on va les espionner chez eux. Asma dit, Keïta, Akaïte, tu parles trop. J'ai compris, président, Akaïte, on ne va pas trop parler. Il y a cette réalité qui est là. C'est pourquoi je dis aux gens, quand les gens disent toujours, il y a ceci, il y a cela, je dis, mais attendez, vous croyez que nos présidents, là, ils ont pris le pouvoir, ils dorment sur leur laurier, ils ne sont pas au courant qu'il y a des menaces, mais si nos présidents ne sont pas au courant qu'il y a des menaces, il y a longtemps, ils ne seraient plus présidents il y a longtemps. Est-ce que vous avez une idée du travail colossal que font nos différents services de renseignement? Combien de tentatives de coups d'État, d'assassinat qui sont des jours? Les Américains sont dedans, les Français sont dedans, les Anglais sont dedans. Les plus grands criminels, ce sont les Anglais, les Américains et les Français, les trois réunis. On a vu ce qu'ils ont fait en Crimée. On a vu ce qu'ils ont fait avec le gazoduc allemand. On a vu ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est eux qui poussent toujours l'Ukraine. Mais l'Ukraine est en train de mourir. L'Ukraine, c'est fini. L'Ukraine ne pourra jamais récupérer les territoires que l'Ukraine a perdus. C'est fini, c'est terminé. Mais alors, comment des responsables peuvent dire on ne permettra jamais que la Russie gagne? Mais ça, c'est une idiotie, c'est une barbarie, ça ne se dit pas. Donc, vous préfériez que les gens meurent pour que votre ego puisse se nourrir. Donc, votre ego, là, se nourrit du sang des Ukrainiens. Et les Ukrainiens aussi, idiots sont-ils, ils n'arrivent pas à comprendre que ces Occidentaux sont en train de les utiliser comme des rats de laboratoire. De la même manière que la Russie, en récupérant les armes que les Ukrainiens ont perdues, la Russie les exploite, les examine, les trouve les failles et puis rééquilibre, réadapte son armement
Aujourd'hui, là, ce sont les armes saisies en Ukraine qui ont permis à la Russie d'être avancée techniquement. Et les Américains le disaient, ce n'est pas Keïta qui le dit, non. Les officiels américains disent que la Russie aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui peut égaler la Russie en termes d'équipement militaire. Aucun pays au monde. Et ça, ce sont les Américains même qui le disent. Et ils ont lancé le défi de relever ce défi-là rapidement. Il faut trouver le même niveau que la Russie, voire dépasser la Russie. Donc, ce qu'ils font, c'est d'espionner la Russie. Ils n'arrivent pas à mettre la main sur les armes stratégiques de la Russie. Ils n'arrivent pas. Mais la Russie arrive à mettre la main sur les Bradley, tout ce que vous connaissez, les chars, les blindés, les missiles, les systématiques. La Russie a détruit combien? La Russie a récupéré combien? Mais est-ce qu'eux en ont fait de même à la Russie? Pas du tout. Tout récemment, il y a une audio qui a fuité d'un entretien entre le chancelier allemand et les officiers de l'armée allemande qui envisagent d'envoyer des missiles longue portée en Ukraine. Mais Poutine, il est clair. Vous envoyez ces missiles-là frappent notre territoire, on va répliquer. Vous croyez que vous allez lancer un seul missile en Russie et vous croyez que c'est des millions de missiles qui vont tomber sur l'Ukraine? Alors moi, je veux bien qu'on m'explique comment on a un pays comme la Russie et on veut provoquer la Russie. En fait, l'objectif, c'est de pousser la Russie à utiliser l'arme atomique, même si la Russie le fait aujourd'hui. Les Américains veulent se lever là, les Iraniens vont les bloquer en cours de route. Les Iraniens aussi ont développé. Si vous provoquez une guerre générale, ce ne sera plus la Russie, puisque vous vous associez au sein de l'OTAN, mais la Russie aussi a des partenaires qui n'ont pas encore fait appel et qui peuvent faire appel à ces choses-là. Est-ce que le Sénégal même n'a pas envoyé des soldats sénégalais en Ukraine à l'époque? Ils ont fait. Mais la Russie peut aussi faire appel à l'Iran, au Hezbollah, à bien d'autres de ses partenaires. Est-ce que c'est ce que c'est là qu'on veut ou on veut aller doucement? Donc, les Américains, Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai interpellé par rapport à cette vieille femme aux États-Unis qui est venue ici et puis vous lui avez expliqué. Et moi, personnellement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je suis toujours peiné et en même temps déçu. Moi, je pense que quand on se bat pour sa souveraineté, ce n'est pas des beaux discours, mais ce sont des actes qui accompagnent les discours. Dieu lui-même le dit, la foi sans action est une foi vaine. On ne peut pas parler de souveraineté, de dignité, et puis attention, aller faire certaines choses. Les mêmes Américains qui viennent aujourd'hui là, Monsieur le ministre, vous semblez ignorer quelque chose. Je le dis toujours à nos trois États. Pourquoi les Américains ont quitté le Niger? Le Niger n'a pas chassé officiellement les Américains. C'est les Américains eux-mêmes qui ont dit, au regard de la nouvelle donne au Niger, cette relation entre le Niger et la Russie, les Américains ne se sentent plus en sécurité, ils préfèrent partir. Ce n'est pas qu'ils ne se sentent plus en sécurité, parce qu'ils savent que les Russes ont un système d'espionnage, un système d'écoute mieux perfectionné que les Américains. Donc, pourquoi toujours, une fois que les Russes arrivent, les Européens fuient? Mais vous êtes garçon, pourquoi vous fuyez? C'est votre ami garçon qui arrive, vous fuyez pourquoi? Donc souvent, ce qu'ils avancent comme prétexte, c'est faux, c'est parce que les Américains leur ont dit, hey, les Russes là, ils ont un système de communication que nous-mêmes, on n'arrive pas à empêcher. Donc si vous restez, que les Russes ils sont là, ils vont mettre votre cul dehors. Ils sont très dangereux. Ils vont infiltrer votre système d'information et puis récupérer plein de données pour mettre ça au dehors. C'est à cause de ça que chaque fois que la Russie arrive, les gens fuient. Les gens fuient. C'est la seule raison, c'est la seule explication. Parce qu'ils ont peur du système que la Russie a développé. La Russie a des hackers au sein de son armée. La Russie a des hackers au sein de son administration. La Russie a des hackers au sein et au cœur de son renseignement.
Donc, quel que soit votre système, ils peuvent casser les codes et puis entrer. Ils ont fait ça avec François Hollande, non? Est-ce que les Russes n'ont pas piégé François Hollande? Ce n'est pas les Russes qui ont mis au dehors la fuite du vocal du chancelier allemand. C'est la Russie. Ce n'est pas la même Russie qui a mis Hillary Clinton au dehors pendant la campagne. C'est eux. Mais eux n'arrivent pas à faire ça. Donc, chaque fois que les Russes arrivent quelque part, ils ont peur, ils préfèrent partir que de rester parce que leur système n'est pas fiable. Et ça, voilà. Donc, les Américains, tous les pays où il y a élection, les Américains veulent s'impliquer. Je répète, tous les pays africains, regardez très bien ce qui se passe. Les Américains étaient au Niger, ils sont partis. Ils veulent s'installer en Côte d'Ivoire. Les mêmes Américains vont demander à Ouattara de leur donner feu vert pour qu'ils s'installent. Les mêmes Américains qui quittent le Niger, qui abandonnent le Burkina, les mêmes Américains viennent au Mali. Alors pourquoi viennent-ils au Mali? Divisés. Ils viennent pour s'entendre au Mali et ils ne déclarent pas leurs intentions. Mais ils vont, c'est la même chose avec la BOAD, c'est avec la Banque mondiale. Ils vont venir, ce sera la transition pour basculer sur le deuxième sujet. Ils viennent, ils essaient de vous amadouer. Ils essaient de vous dorloter. Ils essaient de vous amener à comprendre. Ils essaient de vous, je ne sais pas comment, mais vous manipuler. Tout de suite, ils ne vont pas vous démontrer ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas vous dire ce qu'ils veulent. Ils ne le feront pas. Mais que va-t-il se passer? Au moment où ils vont s'introduire, au moins ils vont entrer, au moment où ils sont posés, au moment où vous allez vous adosser avec vos projets, ils vont regarder, vous n'avez pas autre source de financement ailleurs. Ils ne sont pas bêtes. Je donne un exemple simple. Ils vont venir dire, on veut vous aider à financer votre élection. Nous, on prend 80%. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on est tellement contents, on ne cherche plus ailleurs. Et puis, on arrête la date électorale. Écoutez très bien comment les Américains fonctionnent. Ils viennent dire au Mali, l'AEG, par exemple, l'agence de gestion des élections dit, on a besoin, par exemple, de 20 milliards pour organiser les élections. C'est un exemple, 20 milliards. Le ministre de l'économie et des finances dit, en ce moment, ressources propres, ressources disponibles, actuellement, c'est 5 milliards. Donc, il faut trouver 15 milliards. À la recherche des 15 milliards, les Américains viennent se proposer et puis disent, nous, on donne 10 milliards. Sur les 15 qui restent, nous, on donne 10 milliards. Et on se débrouille, on a 5 milliards. Maintenant, à la dernière minute des échéances, avant que les échéances n'arrivent, les Américains vont dire quoi? Les Américains vont commencer à imposer des conditions. Ils veulent avoir accès aux fichiers électoraux. Ils veulent avoir accès aux données électorales. Ils veulent avoir accès aux résultats électoraux. Ça devient un problème. Alors qu'on dit au Mali, la souveraineté, le respect de la souveraineté. Quand quelqu'un finance votre élection, vous n'avez plus de souveraineté. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, c'est ma modeste conception et c'est ma façon en tant qu'adulte. Si moi, pour nourrir ma famille, j'ai besoin de vous, monsieur le ministre, est-ce que moi j'ai une dignité dans ma famille? Je suis obligé chaque fois d'aller vous commander de l'argent, monsieur le ministre. Est-ce que moi j'ai une dignité? Non. Si vous ne me donnez pas, ma famille, que Dieu m'en garde, va rester dans la faim. Pour avoir la dignité d'être père de famille, chef de famille, il faut que j'arrive à me battre seul, sans votre soutien. Et Dieu merci, le combat que je fais aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir la tête haute. Parce que personne au monde ne viendra me dire qu'il me donne gratuitement chaque fin de mois ceci. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas été soutenu par le passé. Si des gens ont manifesté leur bonne volonté, leur bonne foi,
quand même que j'ai lancé un appel pour qu'on se donne la main pour accompagner les familles pendant ce mois de jeûne. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a donné 5 francs, mais je suis en train de m'organiser à mon niveau. Donc je n'attends même pas que quelqu'un me donne. Je suis en train de m'organiser à mon niveau pour soutenir ce que je peux. Avec ce que Dieu m'aura donné, je suis en train de m'organiser sans attendre. Dans tous les cas, quand vous aidez une famille, c'est une bénédiction pour vous. Ce n'est pas une faveur que vous faites à Keïta. Ce n'est pas une faveur, non. Keïta vous demande, joignons la main ensemble pour qu'on ait tous cette bénédiction dans ce mois saint. Et donc, ce qu'on peut aider. Ceux qui vraiment sont en train de se poser la question aujourd'hui, comment je vais commencer mon mois de jeûne? Quand vous allez surprendre une telle personne avec un petit don, un petit cadeau, vous n'avez même pas une idée de ce que Dieu peut réaliser pour vous. Donc, moi, je ne demande pas pour moi-même. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Abarka Allah, je ne demande pas pour moi. Je ne le fais pas. Mais ce qu'on peut aider, et je n'attends même pas qu'on me donne, qu'on donne pas, moi j'ai pris ma décision, je sais combien je vais investir, je sais combien je vais faire. Ça s'arrête là. Ça, c'est à mon niveau. Alors, donc, je continue. Alors, pour dire que, quand vous demandez, et aujourd'hui, l'Union européenne est championne dans ça. Pour vous aider, elle va venir avec des conditions. Les Américains sont le grand Satan. Pour vous aider, ils viennent avec leurs conditions. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi moi j'ai interpellé le ministre Diop de faire très attention quand il parle avec ces gens-là. Inutile de leur donner des faux espoirs. Inutile de leur faire croire qu'on va étaler devant eux notre chronogramme, notre fichier technique, tout ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, ils ont demandé à entrer. Ils ont demandé à entrer dans le fichier électoral du Tchad. Les Américains veulent entrer dans les bases de données de l'organisation des élections présidentielles au Tchad. Les Américains veulent avoir un droit de regard parce qu'ils disent qu'ils ne financent jamais quelque chose sans avoir le contrôle de la chose. Si vous dites que vous avez fait les États-Unis et puis vous n'avez pas retenu ça des Américains, ou vous avez fait des études aux États-Unis et vous n'avez pas retenu ça, c'est que vous êtes un menteur. C'est que vous mentez. Vous mentez à vous-même et vous mentez aux interlocuteurs. Les Américains, ils disent qu'ils ne financent jamais quelque part quand ils n'ont pas le contrôle. Pourquoi ils se sont retirés de l'UNESCO? Pour la simple et bonne raison que l'UNESCO a fait quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, ils ont retiré leur soutien à l'UNESCO. Il y a combien d'organisations où les Américains ont retiré leur soutien, leur financement? Il y a beaucoup. Quand ils perdent le contrôle d'une situation, ils retirent leur financement. Est-ce qu'il y a une dignité dans ça? Est-ce qu'il y a une souveraineté dans ça? C'est pourquoi j'interpelle encore le ministre Diop de ne pas faire confiance aux Américains, sinon ils vont détruire ce pays. Et ce sera malheureux si c'est lui qui, pensant avoir bien fait, et soyez certains, le ministre, ce n'est pas que volontairement, non, non, non. Lui, il est dans son rôle de ministre, il se dit c'est comme ça il doit faire. Et quand vous lui demandez, et ça c'est vrai, il ne le fait pas pour porter le discrédit ou porter atteinte, pas du tout, jamais, non, non, non. Mais nous disons tout simplement qu'en croyant bien faire par moment, on peut se tromper. Mais se tromper n'est pas un problème, c'est refuser de venir en arrière qui est un problème. Si vous vous êtes trompé, vous faites demi-tour, vous revenez en arrière et puis vous vous rectifiez. Aujourd'hui, je le répète, les Américains sont la pire bêtise. Les Américains veulent venir en force dans nos États. Les Américains, ils savent que la France a perdu. Les Américains, ils sont au courant que la France n'a plus la main. La France a tout perdu. Maintenant, les Américains veulent faire tout eux-mêmes pour prendre la main. Les Américains veulent prendre la main et ils veulent le faire à leur façon, intelligemment, infiltrer les systèmes, les fichiers, les bases de données, les logiciels des élections. Ils veulent avoir un accès et un contrôle total. Aujourd'hui, le Tchad est confronté à cette réalité. Parce que le Premier ministre qui est là,
C'est un premier ministre qui a été négocié. Il était opposant. On a obligé le petit à l'accepter. Et les Américains, en même temps, font de lui leur candidat. La France a choisi Déby. Les Américains choisissent le premier ministre. De vous à moi, réfléchissons. Est-ce que cela augure d'un meilleur lendemain pour le Tchad? Ou c'est un chaos qui est préparé en avance pour le Tchad? Est-ce que ce n'est pas la chute du Tchad? Parce que n'oubliez pas que le Tchad, les Américains, en contrôlant le Tchad, les Américains seront assis à la porte d'à côté, c'est-à-dire ils regarderont tout droit le Mali. Les Français, ils gagnent, les Français seront à la frontière et regarder le Mali. Les Américains gagnent, les Américains seront à la frontière pour regarder le Mali. Dans l'un ou l'autre, nous, on doit renforcer notre sécurité à la frontière du Tchad. On doit installer des bases sérieuses, des bases énormes, avec des radars de surveillance et des drones actifs 24 heures sur 24 pour balayer notre espace aérien au niveau de cette frontière-là. Les Américains ne viennent pas au Tchad pour rien. Les Américains, ils cherchent à entrer et maîtriser le Tchad. En réalité, le Tchad n'est pas l'objectif des Américains, non. C'est le Mali qui est l'objectif des Américains, c'est le Gourmand qui est l'objectif des Américains, c'est le Sahel qui est l'objectif des Américains. En installant des bases en Côte d'Ivoire, sur un flanc, ils veulent entrer au Tchad sur un autre flanc, installer aussi des bases là-bas. Donc, aussi bien du côté, le sud du Mali, avec le nord de la Côte d'Ivoire, ils ont un contrôle, et au niveau du Tchad, ils auraient un contrôle. Avec l'Algérie, vous allez voir qu'après le Tchad, ils vont aller en Algérie. Ils vont aller au Maroc. Alors, nous sommes face à une réalité. Mais, cela ne veut pas dire que nous sommes alarmistes. Cela ne veut pas dire que nous devons avoir peur. Non, pas du tout. On interpelle. Ça ne nous effraie pas. La présence américaine en Côte d'Ivoire au Tchad, ça ne nous effraie pas. Un drone rentre, on abat le drone. Ça, c'est une certitude. Un soldat américain franchit notre frontière de façon clandestine, on t'arrête, on va te mettre en prison. Ça, c'est pas compliqué. Mais ce que nous disons, c'est de ne pas permettre aux Américains, parce qu'ils sont en train de tisser une toile autour de l'AES. Je dis bien, les Américains sont en train de tisser une toile autour de l'AES. Ils sont en train de déployer le rideau de fer autour de l'AES. Et puis ensuite, chercher à nous asphyxier, à nous bombarder de terroristes. Et maintenant, c'est eux qui vont envoyer des résolutions au niveau du Conseil de sécurité, demander un redéploiement. Cette fois-ci, ce ne sera pas avec la France ou chose, mais demander un redéploiement de l'OTAN dans notre espace au motif qu'il y a l'insécurité. Les Américains ont une visée beaucoup plus loin. Ils ont un objectif à long terme. Donc, ils se préparent minutieusement à petit feu, comme l'oiseau qui construit son nid. Il va chercher doucement, doucement son matériel jusqu'à ce qu'il finisse de construire le nid dont il a besoin. Et les Américains, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Construire doucement, doucement et se projeter. Nous avons le droit. J'ai le droit. J'ai l'obligation d'informer, d'alerter et de prévenir. Les Américains n'ont pas dit leur dernier mot. Les Américains n'ont pas encore abandonné nos États. Les Américains, pour avoir échoué en Libye avec des bombardements massifs, en Irak et en Syrie, maintenant, ils veulent venir avec une sorte de douceur diplomatique, s'installer et, au lieu d'utiliser les armes de l'extérieur, utiliser à l'intérieur même de nos États des Maliens. Attendez, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose d'intéressant là. J'espère que j'aurai ça, je pourrai vous... Voilà. En Amérique, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça aujourd'hui. Je vais... Voilà, regardez bien. Regardez bien. D'accord, je vais lire, vous allez comprendre. C'est pourquoi, monsieur le ministre Diop,
j'aurais souhaité que vous-même vous preniez le temps, comme je parle dans un français limpide, je voudrais que vous compreniez très bien, monsieur le ministre, ce que je suis en train de dire. En Amérique, on n'aime pas les traites. Mais chez nous, on fait l'apologie de la traîtrise. Mais je vais vous laisser écouter le président George Bush. En Amérique, on n'aime pas les traites. On les condamne d'une peine lourde. Le patriotisme chez nous est sacré. Edward Snowden, le lanceur d'alerte qui a fait fuiter des documents, il a trouvé refuge en Russie. Je continue. Par contre, quand on veut intervenir dans un pays, on utilise les traites de l'intérieur de ce pays qui nous préparent le travail. Est-ce que vous avez compris? Je reviens. Le président George Bush, en Amérique, on n'aime pas les traites. On les condamne d'une peine lourde. Le patriotisme chez nous est sacré. Par contre, quand on veut intervenir dans un pays, on utilise les traites de l'intérieur de ce pays qui nous préparent le travail. Et ces traites, pour nous, sont des opposants au régime que nous utilisons. Et puis, nous les défendrons sous la musique des droits de l'homme. Voilà notre stratégie tracée à l'avance. C'est parce que j'ai dit des Américains. Voilà ça ici. C'est parce que j'ai dit des Américains. C'est parce que j'ai dit des Américains. J'ai dit, est-ce que vous croyez que vous connaissez les Américains mieux que moi? Donc les Américains utilisent les opposants, les traitent contre nous. Et je vous ai dit quoi? USAID, les organisations des droits de l'homme. C'est eux qui parlent toujours des droits de l'homme. Voilà ça ici. Et ceci nous permet de faire notre transition sur voilà. On va commencer la deuxième partie avec le colonel de la gendarmerie Alpha Yaya Sangaré qui a été interpellé par les autorités du Mali pour avoir écrit un livre. Et dans le livre, il a accusé ouvertement les forces armées du Mali sans avoir apporté la preuve lui-même, mais en se basant sur quoi? Sur des accusations fallacieuses des organisations des droits de l'homme. Ah, organisations des droits de l'homme. Alors on va revenir sur ça. On va revenir, je vous en prie, on va revenir sur ça. Il faut qu'on revienne. On va revenir sur ça. Vous comprenez, on va revenir. Alors donc partageons et partageons. Partageons et partageons, c'est pas vrai. Donc il est important pour nous de... On va écouter Awa. Le 8 mars. Alors, en prélude au 8 mars, évidemment, nous allons
Le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, le mouvement de Fatmata Batulignang Ambikon organise, bien entendu, attendez, je vais voir, je crois que je dois avoir l'information quelque part. Oh là là, ça m'échappe un peu. Bon, c'est pas grave. Donc, le mouvement Ambikon de Fatmata Batulignang, évidemment, toujours en première ligne quand il s'agit des femmes, quand il s'agit de soutenir nos sœurs, quand il s'agit de soutenir nos épouses, le mouvement Ambikon est toujours là pour apporter son soutien, pour apporter son encouragement, pour apporter sa modeste contribution quand il s'agit, n'est-ce pas, de soutenir toutes ces femmes-là pour la réalisation du bien-être social, ces femmes qui soutiennent leur mari, ces femmes qui sont au four et au moulin, ces femmes qui, de jour comme de nuit, sont au charbon, elles luttent au quotidien pour faire en sorte que le mari ne se sente pas seul, même si par moment il y a des difficultés. Elles viennent, elles sont là, elles disent non, je suis là, on n'est pas parti, on est ensemble, c'est pour le meilleur et le pire. En rendant hommage à ces femmes-là, le mouvement Ambikon démontre une fois de plus la noblesse de son combat, la grandeur de son esprit, la bonté de son cœur. Merci à Fatmata Batuli qui, évidemment, après je vais faire une publication là-dessus. Vous allez retrouver la publication sur ma page, l'intervention de Fatmata Batuli, son programme, ce qu'elle compte faire pour les femmes, n'est-ce pas, ce 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. À toutes les femmes du Mali, à nos braves femmes, à nos sœurs, à nos épouses, à nos amis, à nos coépouses, évidemment à nos sœurs, à nos collègues. Hein? Nous souhaitons, c'est dans quelques jours, c'est vrai, mais nous allons anticiper, n'est-ce pas, pour apporter notre contribution, n'est-ce pas, quant à la noblesse de ce combat par rapport au mouvement Ambikon. Alors, on revient maintenant. Il y a, je crois, un colonel de la gendarmerie. Je ne voulais pas personnellement intervenir sur ce dossier-là. J'interviens pour une ou deux raisons. La première raison, vous vous rappelez, quand la France avait demandé, du moins que la France a demandé au Nigeria de l'inviter à venir l'aider à lutter contre le terrorisme. Pendant combien d'années le Nigeria est confronté aux actions violentes et criminelles de Boko Haram? On n'a jamais vu un gouvernement du Nigeria demander, même pas aux Américains, de venir les soutenir. Mais les Américains apportent leur modeste contribution, on le voit souvent. Alors, quand je suis tombé sur le document qui disait que c'est le Nigeria qui a invité la France, j'ai dit c'est faux. C'est la France qui a demandé au Nigeria de l'inviter. Vous vous rappelez de cette intervention que j'ai faite. Mais rappelez-vous surtout de ce que j'ai dit lors de cette intervention. J'ai dit, je demande pardon à nos officiers de notre système de défense, aux sous-officiers et même aux soldats. J'ai dit, vous serez approchés à cause de Dieu, ne tombez pas dans ce piège. À cause de Dieu, ne le faites pas. J'ai interpellé les hommes politiques. J'ai dit, à cause de Dieu, ne le faites pas. Vous serez approchés parce qu'on essaie de créer un goulot d'étranglement autour du Liptako Gourma, autour de la Confédération des États du Sahel. On essaie de créer un goulot d'étranglement, voilà, pour venir broyer nos États et créer la psychose, la désolation, pour mieux voler et piller nos ressources. Vous voyez déjà comment l'Amérique est en train de déployer ses ailes sur les différents flancs avec les pays qui font frontière avec le Mali. Et la France aujourd'hui est bien installée au Bénin et dans une grande partie du Nigeria. J'ai dit, je demande pardon à nos hommes politiques de ne pas tomber dans le piège de guerre facile. J'ai demandé aux autorités
pas aux autorités safrolais, aux officiels, pardon, aux officiers supérieurs et sous-officiers, armée, gendarmerie, police ou toute autre organisation de notre système de défense, de faire en sorte de ne pas tomber dans le jeu de l'Occident. Malheureusement, très souvent, quand vous parlez, et le capitaine l'a dit, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le cas de Yaya Sangaré, c'est ça? Yaya Alpha Yaya Sangaré, est-ce qu'on peut dire la même chose? Pourquoi je parle? Parce que le ministre Abdoulaye Maïga lui-même a été piégé. Je ne sais pas s'il a pris le temps de lire tout le document. Parce que lui, c'est quelqu'un, il allait soutenir, le ministre allait soutenir. Hein, parce que la présentation du livre, c'est qui est dangereux. Et ça, je voudrais qu'on écoute très bien. Je vous en prie, partagez énormément cette partie-là. Cette deuxième partie de notre intervention, je vous en prie à cause de Dieu, partagez, c'est important. Le développement que je vais faire ici, ce n'est pas Yaya qui est pour moi une cible, non. Je vais faire un développement qui va au-delà même de ce monsieur-là. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon des sources dignes de foi, suite à la publication du livre du colonel de la gendarmerie Alpha Yaya Sangaré, accusant gratuitement l'armée malienne d'exactions contre les civils dans la lutte contre le terrorisme, confirmant ainsi les rapports d'accusation des organisations de droits de l'homme contre le Mali, la CPI et les organisations internationales, appuyées par les services de renseignement français, ont commencé à élaborer un dossier contre les chefs militaires du Mali. La CPI est donc activée et favorable à recevoir cette plainte. C'est un complot savamment orchestré par le fils du général Yaya Sangaré, très proche de Karim Keïta, Boubou Sissé et Tima Hubert. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça comme ça. Ce qui est dangereux, c'est quoi? Avant de revenir à Yaya, écoutez très bien. Quand Edward Snowden a sorti des informations sur les Américains, sa tête a été mise à prix, il a fui. C'est en Russie qu'il a été reçu. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, je crois, a été extradé aux États-Unis, condamné à une lourde perte pour diffusion d'informations top secrètes. Écoutez très bien. Comment un colonel de la gendarmerie en fonction, il y a quoi? Imagine-moi. Alors, comment un colonel de la gendarmerie en fonction? C'est là que d'abord, ne faisons pas de ce débat-là un débat passionné. Moi, je ne le ferai pas. Je vais faire un débat d'esprit. Un débat ouvert, un débat hautement intellectuel. Il y a, quand vous êtes un officier supérieur dans l'appareil de défense de l'État, vous ne pouvez pas accuser vos frères d'armes sur la base de suppositions ou sur la base d'organisations supposées organisations des droits de l'homme. Vous avez la lourde responsabilité d'approcher les chefs d'état-major des accusations. Je veux sortir un livre sur la lutte contre le terrorisme. Il y a des accusations portées contre nos frères d'armes. C'est un soldat, la gendarmerie. Colonel en fonction. Tu vas vers la hiérarchie. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu
pour que je puisse écrire mon livre et puis rétablir la vérité. Tout enfant d'un pays, moi aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur de venir vers moi? Vous croyez que les puissances occidentales n'ont pas? Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont vu en moi un patriotisme que ni l'or, ni l'argent, ni les diamants ne pourront acheter. Il y a des gens, quand vous les voyez là, vous dites ça, c'est même pas la peine. N'allez même pas là-bas. Je fais partie de ces personnes-là dont le charisme, la détermination, l'engagement et l'amour patriotique, ça ne se vend pas, ça ne se monnaie pas. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette détermination, cet engagement. Et je remercie mes parents pour m'avoir encouragé. J'ai écouté Soul to Soul. Il dit, le plus grand soutien. Ma mère aurait pu faire pression sur moi. Soul to Soul. Il dit, ma mère m'a dit, ne trahis jamais. Si tu dois souffrir, reste en prison. Ne trahis jamais. Il dit, mais pardonnons. Il dit, ne trahis jamais. Sa propre mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. Allez, ne trahis pas. Sois dans la vérité. Moi, je pense que, avant d'écrire ça, c'est dangereux. Ils savaient très bien. Et je pense qu'ils ont manipulé le ministre Maïga. Ça, c'est un. Le ministre Maïga, est-ce qu'il a pris? C'est pourquoi je dis très souvent, nos ministres ont des conseillers. Et ça, si moi je suis le ministre Maïga, tous les conseillers qui sont autour de moi, je les renvoie tous. Je vais venir d'abord, je vais venir au gars, mais je vais commencer avec le ministre d'abord. Le ministre doit renvoyer tous les conseillers autour de lui. Tous ses conseillers. Aucun des conseillers du ministre ne mérite aujourd'hui d'être autour du ministre. Quand moi je dis que je demande à Dieu, quand je dis, si jamais moi je suis conseiller d'un ministre, wallahi billah, ça c'est jamais. Je prends le temps et puis je lis. Le rôle d'un conseiller c'est quoi? Pourquoi les conseillers n'ont pas lu? Et c'est eux qui ont proposé, c'est eux qui ont dit au ministre, le ministre n'a pas le temps de s'asseoir et puis regarder, de lire tout un bouquet. Non, le ministre ne fait pas ça. C'est les conseillers du ministre qui prennent le temps, ils lisent, ils regardent le bouquin, ils analysent. Parce que le ministre aller quelque part, c'est lourd de conséquences et c'est lourd, c'est une responsabilité très lourde. Et le monsieur, ils ont réussi à aborder. Et c'est pourquoi, je vous demande pardon à cause de Dieu. Donnez ça au ministre Maïga, il n'a qu'à écouter. Si vous voulez couper cette partie, donnez au ministre Maïga. Que moi je lui demande de chasser tous ses conseillers. Je demande au ministre Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, de renvoyer tous ses conseillers. C'est eux qui l'ont mis dans le piège. Quand je dis, il faut avoir des conseillers dignes de foi. Quand je dis, il faut avoir des conseillers avec la tête. Monsieur le président Assimi Goïta, est-ce que vous commencez à comprendre quand Keïta parle? Vous pouvez insulter Keïta, vous pouvez attaquer Keïta, mais billahi, parce qu'elle a des d'accord. Moi ici, au nom de tout ce qui m'est cher, si j'étais ministre, wallahi billahi, j'allais renvoyer tous mes ministres, tous mes conseils sans exception. C'est eux qui m'ont mis en erreur. Moi je ne lis pas, c'est vous qui lisez. Et vous n'avez pas vu le piège qui était dans le livre. Moi, je n'ai pas lu le livre. J'ai entendu Serge Daniel lui-même en parler. Je vais voir si je peux. On va revenir là-dessus. Mais je vais voir si je peux vous faire écouter le truc de Serge Daniel. Parce que j'ai écouté. J'ai regardé ça, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ça m'a surpris, quoi. Est-ce que vous voyez? Oh là là. Oh, ça y est, là, le ministre, oh, merde, je n'ai pas le truc du ministre Diop. Je crois que je n'ai pas. Oh là 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 là, j'ai pas. Je croyais que j'avais, mais je n'ai pas. C'est pas grave. Je croyais que j'avais, mais je n'ai pas. Parce que c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave parce que pour moi, bon, je n'ai pas, c'est pas grave. Pour moi, un ministre, ce sont les conseillers. Quand le ministre est invité à une cérémonie, les conseillers reçoivent le livre
on va donner le livre au ministre. Je viens, je n'ai pas fini. Hein. Je vais d'abord, le ministre Abdoulaye Maïga, on va lui remettre le livre. Et comme lui, au regard de sa charge, il n'a pas le temps, il demande à un de ses conseillers, ou à deux de ses conseillers, ou il demande à l'ensemble de ses conseillers que chacun lise. Et puis, surtout, c'est un sujet sensible, la lutte contre le terrorisme. Maintenant, est-ce qu'ils ont lu le livre avant de dire au ministre, tu peux aller, le livre est bon? Est-ce qu'ils ont lu le livre? Non. Donc, ils ont piégé le ministre Abdoulaye Maïga. Et le ministre Abdoulaye Maïga a été piégé par certains de ses collaborateurs. Je le répète, je ne sais pas qui sont ses collaborateurs, parce que moi, je sais comment l'administration fonctionne. J'ai été, je vous en prie, responsable de communication au niveau d'un cabinet et au plus haut niveau. Et là encore, j'étais très jeune, sans avoir l'expérience et l'expertise que j'ai aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est à moi qu'on envoyait de lire. Je lis, et quand j'ai fini de lire, le discours qui doit être prononcé là-bas, je trace les grandes lignes du discours. Et puis je donne. Maintenant, les gens m'ont rédigé le discours avec. Je prends le temps, je lis tout, et puis je trace les grandes lignes, et puis je remets. Alors, le ministre va s'asseoir alors que le ministre lui-même est un soldat. Le ministre lui-même est un colonel. Le ministre lui-même, il est ministre. Donc, c'est comme si on envoyait le ministre cautionner les accusations du livre contre ses frères d'armes. Je vous jure que si c'était un autre président, au nom de Dieu, vous n'avez même pas une idée de ce que le Mali vient d'échapper. Et c'est passé sous silence. Le Mali vient d'échapper à une crise majeure, une crise grave. Je viens, toi tu es pressé Martin, je viens avec Sylvain Ité, tu es trop pressé, mais merci quand même pour l'info, merci. Mon ami, c'est un piège. Toi tu ne peux pas me dire que ce n'est pas un piège. L'inexpérience et puis piège, où est la différence? Donc, c'est grave. On est passé à côté d'une crise grave. Parce que ça, là, ça pouvait créer l'incompréhension, le tollé entre les colonels eux-mêmes, entre les 5 colonels. Entre les 5 colonels. On aurait pu dire que Abdoulaye Maïga cautionne ce qui s'est passé. Ce qui est dit dans le livre. Ce qui justifie sa présence. Mais ce qui est absolument faux. Le monsieur qui allait dire que on nous a poignardé dans le dos en plein vol, c'est Abdoulaye Maïga. Celui qui a parlé du chameau et du joueur qui se dribble lui-même, c'est Abdoulaye Maïga. Celui qui a recadré Antonio Guterres, Oumarou Ambalo, Alassane Ouattara, c'est Abdoulaye Maïga. Et c'est ce ministre-là qui se bat corps et âme au quotidien pour la sauvegarde de la dignité du Mali. C'est ce ministre-là qui a été invité. Ce n'est pas une question d'inexpérience, je suis désolé mon ami, ce n'est pas une question d'inexpérience, c'est un piège. C'est pourquoi je demande une fois de plus à nos ministres, vous pouvez détester Keïta, mais j'ai dit autour de vous, vous avez des conseillers plaisantins. Moi, je peux aller même jusqu'à dire, c'est le chef de cabinet. Le chef de cabinet, quel est le rôle du chef de cabinet? Le directeur de cabinet, le secrétaire général du ministère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est eux qui reçoivent ça. Le responsable de la communication, c'est-à-dire que quand tu prends le responsable de la communication, le chef de cabinet adjoint, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet adjoint, tous ceux-là, ils vont dire, je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu, mais je suis désolé, le ministre ne peut pas aller à une telle rencontre, le secrétaire général n'est pas au courant, le directeur de cabinet n'est pas au courant, le chef de cabinet n'est pas au courant, le responsable de la communication, tous. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut comprendre. Tous ont une part de responsabilité. C'est pourquoi j'interpelle nos ministres, faites beaucoup attention aux gens que vous employez autour de vous. Et ça là, le ministre Abdoulaye Diop et Abdoulaye Maïga, il est très peiné, il est très gêné pour avoir assisté à ça.
Et c'est maintenant que lui-même certainement se rend compte du piège qui était là. On a voulu l'utiliser son image. Et Dieu merci, Assimi Goïta, il a toujours gardé la confiance avec ses frères d'armes. Ça, si c'était en Côte d'Ivoire, si c'était au Sénégal, si c'était au Tchad, le ministre en question aurait tous les problèmes du monde avec le président. Et le ministre aurait créé un véritable malaise au sein de l'exécutif. C'était l'objectif recherché. Retourner les colonels contre eux-mêmes. Le jeu perfide a été très bien et savamment bien orchestré. Vous croyez que ça là s'est fait comme ça? Je suis sûr que la DGSE, la France, ils se disent mais c'est pas vrai. Il a fallu encore que Keïta sorte encore. Non. Non. Le ministre Maïga n'est pas en faute. Il n'a pas eu toutes les informations nécessaires pour aller. On lui a donné juste ce qu'on a jugé utile qu'il sache, et c'est sur cette base-là qu'il est parti. Mais le ministre n'est pas parti ayant parcouru tout le livre de A à Z et ayant vu les implications. Non. Je préfère que les gens fassent beaucoup attention quand ils parlent parce que le ministre n'a rien à voir dedans. Il allait soutenir un frère d'armes, un ami. Mais il ne savait pas que dans le livre, il y avait des pièges dedans. Merci, il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure le livre de Sylvain Ité. La France a mis le pied dessus. L'ancien ambassadeur de la France au Niger, à Niamey, il a écrit un livre. Quand le ministère des Affaires étrangères a reçu le livre, ils ont lu, ils ont pris le temps de tout lire. On peut détester les Blancs, hein, mais ils ont des qualités que nous, on n'a pas encore. Ils ont pris le temps de lire. Le livre est fini, ils ont pris le temps de lire. La date de publication, tout ça. Quand ils ont fini de lire, les conseillers ont dit au ministre, c'est pas possible. Le ministre a choisi le président a dit, il faut bloquer la publication. Ils ont bloqué. En France, on a vu, ils ont bloqué. Je dis bien, en France, ils ont bloqué. Parce que ceux qui ont reçu le document, c'est pourquoi quand je propose mes services, je ne peux pas aller dans tous les ministères, mais je pense que nos ministres doivent faire beaucoup attention. Parce que ça, c'est un premier piège que le Mali on vient d'échapper. On vient d'échapper à une crise majeure. Les gens pensent seulement à l'arrestation de ce colonel. Mais attention, l'objectif était de créer la discorde au sein de l'exécutif. Était de créer une crise de confiance entre les différents responsables de l'exécutif. C'était ça l'objectif recherché. L'arrestation du monsieur là, moi je ne vais pas trop rentrer dans ça. Mais les conséquences de son acte, c'est ça que je vais analyser. Sa vie ne m'intéresse pas. Je ne le connais pas, je ne cherche pas à le connaître. S'il a été arrêté, c'est que les raisons qui ont poussé son arrestation sont bien fondées. Je n'ai pas à spéculer sur ça. Mais, embarquer notre ministre là-dedans, ça là, ce colonel-là ne pouvait pas réfléchir à ce niveau. Il a été manipulé, comme on l'a lu tout à l'heure. Il a été manipulé. Et quand on doit sortir un tel livre, le livre doit aller d'abord au niveau, surtout quand on est colonel en fonction, le livre doit aller au niveau de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire au niveau de l'état-major des forces armées. Le livre doit aller au niveau du ministère de la Défense. Le livre doit aller au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le livre doit aller au niveau de la primature. Le livre doit aller au niveau de l'administration territoriale. Le livre doit aller au niveau de la présidence. Tout cela doit avoir un exemplaire du livre avant de programmer la publication pas la publication, mais avant de programmer la sortie officielle. Puisque c'est un colonel en fonction, il n'est pas à la retraite. C'est un colonel de la gendarmerie en fonction. Et le commandement supérieur de la gendarmerie, aurait dû être informé du livre aussi. Parce que c'est un gendarme, c'est pas un militaire. Il n'est pas sur le théâtre des opérations. Il a écrit un livre, mais il n'est pas allé. Il devait d'abord approcher le commandement supérieur de la gendarmerie. Je veux écrire un livre pour éclairer les gens sur la lutte du terrorisme que nous menons avec nos forces armées.
Maintenant, le commandement supérieur de la gendarmerie lui donne le droit, puisqu'il est toujours en fonction. Attention, hein, ce n'est pas comme Keïta qui se lève pour écrire un livre ou bien quelqu'un là. Non, c'est un gendarme en fonction et un colonel, un officier supérieur de la gendarmerie. Donc, tu approches le commandement supérieur de la gendarmerie qui saisit l'état-major des forces armées, qui se réfère au ministre des forces armées, ça remonte à la primature au président. Maintenant, on te donne le OK. Et maintenant, le livre, l'enquête que tu fais est suivie de près, et par le commandement supérieur de la gendarmerie, et par l'état-major des forces armées. S'il y a des informations que tu ne comprends pas, tu viens vers eux, ils te donnent ces informations-là. Mais ce n'est pas cette procédure qui a été respectée, je vous en prie, soyez sérieux. Ce n'est pas ça. Elle a écrit son livre, il s'est assis chez lui, il a écrit quelque chose avec des accusations graves. Et aujourd'hui, on dit même un colonel de la gendarmerie soutient ce que les organisations des droits de l'homme ont dit sur le Mali. Donc, il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tout ça, et maintenant, on donne des armes à la CPI pour attaquer le Mali. C'est dangereux ce qu'il a fait. C'est très dangereux. Et les implications sont énormes. Je ne vais pas rentrer dans toutes les implications. Mais je vais dire que ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un complot qui a été orchestré par le fils du général Yaya Sangaré, très proche de Karim Keïta, Boubou Sissé et Théma Hubert. Donc de l'extérieur, tout cela sont où? En Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, quand Chris Yapi a dit qu'il va sortir un document sur Fort Yassoumbé qui doit venir dialoguer entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara, voilà une preuve qui est là, que Fort Yassoumbé n'a qu'à rester dans son petit coin. Parce que s'il veut s'amuser à ce petit jeu-là, on va le sonner, on va le démonter comme il ne l'a jamais vu. Il est encore dans nos bonnes grâces. Donc, Fort Yassoumbé n'a qu'à rester dans son petit coin là-bas. S'il veut mettre sa gueule là, je dis mais sa gueule. Je ne dis même pas sa bouche, s'il veut mettre sa gueule dans ce qui se passe entre Assimi et Ouattara, il n'a qu'à demander à Ouattara qu'est-ce que Ouattara a contre Assimi. C'est Ouattara qui a insulté le Mali d'idiot. Assimi n'a jamais insulté Ouattara. C'est Ouattara qui a dit qu'il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela. Quand le capitaine a dit, on va quand ils ont dit qu'ils vont couper attiéké, manioc, banane, le capitaine a dit c'est pas grave. Quand ils vont finir là, nous là, on va interdire que ces produits-là rentrent dans nos pays. Alassane Ouattara, après l'intervention du capitaine, 2 jours après, ils ont annulé, non? Ils ont levé l'interdiction. Ils ont levé, après l'intervention du capitaine, 3 jours après, ils ont levé l'interdiction. Donc, maintenant, c'est ce même Ouattara-là. C'est là-bas se trouve Hubert. C'est là-bas se trouve Karim. C'est là-bas se trouve, comment on appelle, Boubou. Donc, si ce monsieur-là, si il est de mèche avec eux, et puis vouloir utiliser le ministre Abdoulaye, moi, ça m'a fait très mal, parce que, voilà le ministre ici, le ministre était là-bas. Vous pouvez voir le ministre ici, le ministre, vous pouvez voir, voilà, le ministre était là-bas. Et puis, c'est en tenue. Il a fait la présentation de son livre en tenue. En tenue. Donc, il est toujours officier. Il est toujours colonel de la gendarmerie. Mais alors, comment il peut expliquer ça? Comment un colonel de la gendarmerie peut être aussi léger sur les accusations contre les forces armées, contre les forces de défense et de sécurité? En un mot, il dit que tout ce que le gouvernement a dit était mensonge. Il dit que la hiérarchie militaire ment. Il dit que l'état-major ment. Il dit que l'armée ment. Il dit que les autorités de la transition mentent. En un mot, c'est ce qu'il dit. Et il donne raison aux organisations des droits de l'homme. Mais tu as le courage d'aller vers les organisations des droits de l'homme. Mais tu n'as pas le courage d'aller vers tes propres frères d'armes. Tu peux aller vers les organisations des droits de l'homme, mais tu ne peux pas aller vers l'état-major, vers le ministère de la Défense. Tu ne peux pas aller vers la DIRPA pour avoir les informations, mais tu vas vers ceux qui combattent ton pays, toi qui as prêté le serment. Quel est le sens du serment que tu as prêté? Tu n'es pas un journaliste, tu n'es pas un politicien, tu es un militaire en fonction. Tu as prêté serment. Quel est le sens de ton serment quand tu es incapable d'aller vers l'information vraie, la source de l'information? Tu es incapable d'aller vers tes frères d'armes, mais tu vas écouter ce que d'autres disent, les organisations des droits de l'homme.
C'est dangereux tout ça. Tu l'as fait à quel but? Maintenant, tu appelles notre grand ministre, aimé de tout le peuple malien, tu veux l'associer à une telle forfaiture, à une telle bassesse. Mais Dieu merci que Assimi n'est pas ce président-là. Dieu merci que au Mali, on sait faire la part des choses.